Bonsoir tout le monde, c'est le moment, c'est l'instant. Merci de votre patience. Alors on est évidemment très heureuse aujourd'hui de vous voir aussi nombreux. Vous étiez 700 inscrits pour la conférence du docteur Barréa. Quel succès! Alors le docteur Barréa, c'est notre plus grand fan, hein, il nous suit depuis le début du cycle. Donc, et aujourd'hui, il va nous présenter une conférence qui est axée sur l'autisme, avec le titre « Autisme, lumière sur le spectre ». Alors, le docteur Christophe Barréa, il est neuropédiatre au CHU et à la Citadelle. Il est médecin directeur du centre de rééducation ambulatoire de Gers et il est neuropédiatre du centre de ressources autisme de Liège. Alors, nous n'organisons pas ces conférences seules. Ces conférences, elles sont co-organisées avec des partenaires, la CPLU, la Clinique psychologique et logopédique universitaire de Liège, Réjouissance, évidemment, qui nous accueille ici dans cet amphithéâtre, et le GLS. Et alors, je vais laisser ma collègue Louise enchaîner. Bonsoir. Alors, vous dire que la conférence, elle est organisée également par le réseau de santé mentale pour les enfants et les adolescents sur le territoire de la province de Liège. C'est un vaste réseau avec beaucoup de projets. C'est un réseau qui se destine à tous les jeunes et à tous les professionnels qui travaillent avec des jeunes, aux familles. Vous dire que dans ce réseau, en lien avec cette thématique, on a aussi des chargés de projet qui font la liaison entre les professionnels au niveau de certaines thématiques. Et donc, on a notamment des chargés de projet qui font du travail autour des thématiques comme celle de ce soir, qui est l'autisme. Vous dire que ce cycle, il s'inscrit cette conférence s'inscrit dans un cycle qui a commencé déjà il y a plusieurs années. C'était déjà Christophe qui était venu inaugurer le cycle en nous parlant du développement du cerveau. Ensuite, on avait parlé des 1000 premiers jours, on avait parlé de l'enfance, on a parlé du cerveau de l'adolescent. Puis ensuite, on a enchaîné, toujours avec des thématiques qui sont en lien avec les besoins identifiés sur le territoire et sur les besoins que vous identifiez quand vous donnez une note aux soirées et que vous donnez vos suggestions de conférences et vos envies pour les prochaines conférences. Et donc, on avait enchaîné sur les réseaux sociaux, les drogues, le sport, l'alimentation et l'alcool. Et donc, nous voici ce soir pour une conférence sur l'autisme. Et donc, on vous laisse avec Christophe pour découvrir le spectre. Bonsoir, merci pour cette introduction et merci à Réalisme de donner l'opportunité au CRAL, donc au Centre de référence autisme de Liège, d'apporter un peu de lumière donc, sur le trouble du spectre de l'autisme. Alors, on va d'abord aborder un peu l'évolution de la définition, des définitions de l'autisme en parlant de ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui sur les différents facteurs de risque, les différentes hypothèses fonctionnelles, pour par la suite remettre un peu l'autisme dans les différents troubles du neurodéveloppement et enfin aborder le challenge diagnostique à travers les âges. Alors avant l'apparition de la terminologie d'autisme, au 19e siècle, on a des descriptions fatalement d'enfants, d'adultes, qui ont un profil quand même très particulier, qui peut faire penser à de l'autisme. Et parmi ces différents profils, on a classiquement les enfants sauvages, comme on les appelait, les enfants qui ont été retrouvés un peu dans la nature à différents âges. Parmi les différentes descriptions, il y a celle de Victor, qui est repris ici, et qui a été accueilli par un médecin qui s'appelait Jean Itard, un médecin qui était très fort dans la description du comportement de l'enfant depuis le recueillement de celui-ci jusqu'à l'âge adulte, avec des caractéristiques particulières. Typiquement, l'enfant n'avait absolument pas développé de langage lorsqu'il avait accueilli, et il est resté muet tout au long de sa vie, en tout cas jusqu'au décès de M. Itard, avec néanmoins certaines particularités et des possibilités donc d'éducation et de performance, notamment ici l'entrée dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Alors, le terme autisme en tant que tel est apparu pour la première fois avec Monsieur Löhler ici, donc en 1911.
il a été utilisé à ce moment-là pour décrire certains symptômes qui étaient présents chez certains patients psychotiques, qui avaient tendance plutôt à être beaucoup plus introvertis que les autres. Et ce n'est que bien plus tard, dans les années 40, que la terminologie autisme a été utilisée à part entière pour décrire un trouble, avec deux grands noms dans l'histoire de l'autisme qui sont Leo Kanner et Hans Asperger. Donc Leo Kanner aux États-Unis a décrit une cohorte de 11 patients qui présentaient des caractéristiques communes en termes d'une part de communication, d'interaction sociale avec un isolement extrême, et d'autre part des caractéristiques au niveau du fonctionnement avec ce désir de préserver l'immuabilité, donc de répéter systématiquement les mêmes choses jour après jour. De l'autre côté de l'Atlantique, donc en Autriche, nous avons Hans Asperger qui lui a décrit également une petite cohorte de patients qui présentaient également des caractéristiques communes en termes de fonctionnement au niveau des relations sociales, avec un certain manque d'empathie, le fait d'avoir des difficultés à aller vers les autres, et également des particularités au niveau du fonctionnement avec des intérêts parfois très spécifiques et très spéciaux. Et donc, de par ces deux observations, on dépeint déjà un premier spectre dont les limites, les contours sont encore très 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 flous, mais qui mettent déjà en évidence les deux grandes caractéristiques de l'autisme, qui sont d'une part, premier pilier, les troubles au niveau des interactions sociales, de la communication, et d'autre part, deuxième pilier, des comportements stéréotypés, des intérêts restreints, fort spécifiques. Et on s'aperçoit déjà que ces deux groupes-là sont quand même très hétérogènes, très différents dans leur manière de fonctionner, avec typiquement à gauche du spectre l'autisme de Kanner, l'autisme typique, qui présente plutôt des grosses difficultés au niveau du langage, voire une absence de langage oral et éventuellement un retard global de développement, tandis que de l'autre côté du spectre, à droite, on a plutôt des patients, enfin des enfants, ici, qui présentent un langage élaboré, une efficience intellectuelle qui est normale, voire même des pics d'habilité dans certains domaines bien spécifiques. Et on voit aussi qu'il y a d'autres caractéristiques relatées, notamment une certaine maladresse motrice. On y reviendra. Alors, avec l'évolution des différentes définitions de l'autisme, évidemment, il y a eu certaines personnes qui ont apporté des idées qui ont fait couler pas mal d'encre et qui ont donné malheureusement certains effets négatifs dans la population. C'est notamment le cas ici de Bethléem, qui avait apporté le fait que l'autisme était un problème pur et simple d'éducation, et donc que du coup on rejetait la faute aux parents et notamment à la maman qui se sentait fort coupable. Alors évidemment, depuis lors, on a pu démontrer que c'était absolument pas le cas, mais ce genre d'hypothèse est resté très 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 ancré, notamment en France avec le courant psychanalytique, et on a encore aujourd'hui des séquelles de ce genre de courant. Alors actuellement, le trouble du spectre de l'autisme, il est reconnu dans les différentes classifications internationales. Deux grandes classifications qu'on utilise en médecine actuellement. D'une part, on a la CIM, donc la classification internationale des maladies qui dépend de l'OMS. Et d'autre part, on a le DSM qui reprend les troubles psychiatriques et qui dépend, elle, de l'Association des psychiatres américains. Alors, ces manuels sont hyper intéressants parce qu'elles permettent de définir les critères et les outils diagnostiques, d'accord ? Faire attention qu'il n'y a pas de proposition de prise en charge, ça reste très important, mais ça permet d'apporter un consensus international sur certaines pathologies, dont l'autisme, et ça permet du coup aux différents prestataires de soins de savoir de quoi on parle quand on parle d'un trouble. Il peut être parfois utilisé en termes de référence juridique dans certaines situations bien spécifiques. Alors, parmi ces classifications, donc l'autisme entre en 1952, donc il a quand même fallu un certain temps, mais à ce moment-là, il entre comme symptôme, à l'image de Bleuler, hein, donc symptôme dans les cadres de certaines psychoses, d'accord, avec ce renfermement sur soi-même, idem dans le DSM-2, et ce n'est que dans le DSM-3, en 1980, qu'il apparaît comme entité spécifique, d'accord. Dans la révision du DSM-3 va apparaître une nouvelle terminologie, qui est le trouble envahissant du développement, qui est resté très longtemps en place, et donc qu'on utilise encore parfois d'ailleurs
encore maintenant, qui a été repris par le DSM-4. De manière assez caractéristique, le trouble envahissant du développement était décrit selon une triade, avec d'une part un trouble au niveau de la communication, d'autre part un trouble au niveau des interactions sociales, et puis dernièrement des comportements répétitifs et restreints. Vient en 2013 le DSM-5, où là on repart sur la terminologie d'autisme avec donc le trouble du spectre de l'autisme qui est bien défini donc, depuis lors et qui a d'ailleurs été repris dernièrement donc, par la CIM 11. Alors, de la triade des troubles envahissants du développement, on est passé à une diade, sachant que le trouble de la communication, le trouble des interactions sociales sont quelque chose de fort lié. D'accord ? Et donc ça, c'est de nouveau le premier pilier des critères diagnostiques. Et le deuxième volet, donc, ça reste le caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts et activités. Autre fait intéressant qu'on observe en haut, c'est que dans le DSM-4, on avait 5 sous-catégories d'autistes, de troubles envahissants du développement, à savoir le trouble envahissant du développement typique, le trouble envahissant atypique ou non spécifié, le syndrome d'Asperger, et ces 3 entités-là ont été reprises dans le spectre de l'autisme. Donc, l'Asperger, typiquement, est une nomenclature qu'on n'est plus trop censé utiliser si on suit les guidelines internationaux. Maintenant, il se fait qu'en pratique, ça reste un profil qui reste quand même assez caractéristique et qu'on continue à exploiter et à utiliser. D'accord ? Les autres syndromes, notamment le syndrome de Rett, on a pu démontrer qu'il s'agissait là plus d'une mutation génétique. Et donc, ça a été un petit peu sorti du spectre, parce que tous les patients ne présentaient pas un trouble du spectre de l'autisme. Et donc là, on a un peu plus d'éclaircissement concernant le spectre. On voit qu'il est beaucoup plus fin, avec toujours ces 2 fameux piliers, donc le trouble de la communication sociale et les comportements intérêts restreints stéréotypés, d'accord, qui sont présents et qui doivent être présents quand on pose un diagnostic. D'accord, il faut vraiment avoir des éléments dans ces 2 piliers-là pour asseoir le diagnostic d'autisme. Et en plus de ça, les symptômes doivent apparaître durant la période précoce de développement. D'accord, donc il faut vraiment aller chercher dans la jeunesse des patients, voir un peu ce qui s'est passé, voir si le fonctionnement autistique était déjà présent. D'accord, bien que parfois, durant la petite enfance, ça roule parce qu'il y a des méthodes de compensation qui sont mises en place, et ça arrive assez régulièrement que ce n'est qu'à l'adolescence, voire même à l'âge adulte, que ça décompense, parce qu'à ce moment-là, la pression sociale, typiquement, devient plus importante. D'accord ? Mais le fonctionnement autistique en tant que tel, normalement, est présent dès le début, dès la naissance. Il faut qu'il y ait un retentissement significatif au quotidien, et ça c'est important de voir un petit peu, tiens, finalement, quels sont les problèmes au quotidien, parce que s'il n'y a pas de répercussions, si tout va bien, peut-on réellement parler d'un trouble? Et il faut finalement exclure les autres diagnostics différentiels qui pourraient expliquer certains symptômes. Alors, si on reprend ces 2 grands piliers, finalement, pour donner quelques exemples, si on prend le premier pilier, donc les déficits au niveau de la communication et des interactions sociales, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Donc, ça peut être des enfants qui ont du mal à s'exprimer ou à comprendre sans qu'il y ait nécessairement un trouble majeur du langage. D'accord? Ça peut être des patients qui répètent les choses, surtout chez les tout petits, ce qu'on appelle des écholalies qui peuvent être directes, donc dès que l'adulte dit quelque chose, l'enfant répète, mais qui peuvent être également différés. D'accord ? On peut avoir un enfant qui lâche une phrase d'un dessin animé qu'il a entendu la veille, par exemple. Ces symptômes-là doivent être redondants, doivent être répétés, doivent être envahissants au quotidien. Donc ce n'est pas juste une fois. Ils doivent se finir, on est vraiment sur quelque chose de bien ancré. Également, chez les tout-petits, on a certains patients qui ne se retournent pas systématiquement à l'appel de leur prénom, qui ne réagissent pas spécialement, qui ne connaissent pas les codes sociaux, notamment ici l'exemple dans le bus de céder sa place à une personne âgée, qui ont parfois du mal à gérer ou à maîtriser, à exprimer leurs émotions correctement. D'accord ? Un enfant qui est en joie lors d'un enterrement, typiquement, ou inversement. Des patients, là aussi, plus chez les tout-petits, qui utilisent l'adulte un petit peu comme un objet, entre guillemets, d'accord, qui ne vont pas aller vers une interaction, vers un échange avec l'adulte, mais qui vont l'utiliser pour attraper un objet en hauteur, typiquement. Et souvent, des patients, du coup, qui sont relativement solitaires, qui jouent tout seuls. Sur le deuxième pilier, donc au niveau
du caractère restreint répétitif des comportements, ce sont encore une fois des patients qui ont besoin de cette fameuse immuabilité, encore de faire en sorte que tout roule au quotidien de la même chose. Et donc on peut avoir des patients qui, dès qu'on change de chemin pour aller à l'école, se mettent en colère parce que ça ne va pas. Il y a une nouveauté et à ce moment-là, ça les déstabilise. On a tout le spectre des stéréotypies motrices, donc qui sont des mouvements répétés, qui sont assez caractéristiques. Chez les tout petits, on connaît très bien le flapping, faire avec les mains. Ce flapping-là, chez les tout petits, jusqu'à l'âge de 2-3 ans, ça peut être tout à fait physiologique, rassurez-vous, d'accord ? Mais si encore une fois, il persiste, s'il devient envahissant, qu'il est là au quotidien et qu'il empêche certaines activités, ça devient embêtant. Alors, outre le flapping, on peut avoir le rocking, se balancer d'avant en arrière, sur les côtés, des patients qui tournent en rond, éventuellement, qui font des allers-retours en courant. Donc tout ça, c'est des gestes relativement stéréotypés. Alors, l'utilisation d'objets ou de jeux de manière un peu particulière, alors, le coup du téléphone, on l'a tous fait, donc on est loin d'être tous autistes. Mais encore une fois, le fait que ce soit répété, le fait qu'un objet soit manipulé de manière inhabituelle, que ce soit typiquement ouvrir et fermer la lumière de manière très très répétée, le fait d'utiliser une petite voiture, mais pas pour jouer avec, pour faire tourner les petites roues, on est sur quelque chose d'assez restreint, d'accord, de peu élaboré et de répétitif. Les particularités sensorielles, donc on va le voir par la suite, certains patients analysent les sens de manière différente, avec deux grands types, je dirais, de particularités. On a d'une part les hippos, qui vont du coup rechercher à avoir des stimulations. Donc ce sont des enfants qui typiquement vont se mettre des lumières dans les yeux, d'accord, qui vont sentir des odeurs fortes, manger plus épicé éventuellement, se mettre du bruit dans les oreilles. Et à l'inverse, on a aussi de l'hyper avec des patients qui ne supportent pas, dès qu'il y a un certain bruit, qui ne supportent pas certaines odeurs, qui ne supportent pas certaines textures, que ce soit en termes de vêtements, que ce soit en termes alimentaires. D'accord, avec une fluctuation quand même assez importante dans le développement et même parfois au cours de la journée. Manque de jeu imaginatif, donc on n'est pas dans le jeu élaboré. Ça, c'est important. Quand on voit un patient en consultation, c'est intéressant de savoir, à quoi est-ce qu'il joue, et même d'aller plus loin, parce que c'est bien de dire, il joue avec les voitures, mais encore une fois, si c'est pour s'inventer des petits parcours avec le jeu de police et le voleur, ok, on est plutôt rassuré. Si c'est pour prendre la petite voiture avec l'histoire de la roue, c'est plus embêtant. Et enfin, ce sont des patients qui peuvent avoir des intérêts bien spécifiques qui reviennent tout le temps. D'accord, que ce soit les grands classiques avec les dinosaures, typiquement, ça peut être les étoiles ou d'autres choses bien plus spécifiques. Alors, en plus de ces symptômes dans les deux piliers, ce sont des patients qui ont souvent d'autres difficultés, d'autres troubles associés, ce qu'on appelle des comorbidités, d'accord, qui ne font pas partie du trouble du spectre de l'autisme en tant que tel, mais qui sont présents dans une grosse partie de la population. Et c'est important de le savoir et du coup de faire le tour un petit peu d'horizon quand on voit un patient en consultation. Alors, de manière assez caractéristique, on peut les ranger selon 3 axes. On a les troubles du neurodéveloppement, d'accord, sachant typiquement que 30% des patients autistes présentent également un trouble du développement intellectuel. On peut avoir des difficultés au niveau de la coordination motrice. On peut avoir des problèmes en plus au niveau du langage, qui sont indépendantes de l'autisme en tant que tel. L'autre axe concerne tout ce qui est plus de l'ordre de la psychologie, des troubles anxieux, typiquement les troubles de l'humeur, avec parfois même des entrées en dépression, généralement lors des grandes périodes de transition, l'entrée à l'adolescence, l'entrée à l'âge adulte. D'accord. Et puis, au niveau médical, on a classiquement également les troubles alimentaires, avec beaucoup de patients qui ont une belle sélectivité de par les problèmes sensoriels qu'on a abordés. Éventuellement les troubles du sommeil, qui sont également présents de manière assez importante dans cette population-là, en tout cas nettement plus par rapport à la population tout venant. Et parfois, on va même aborder la stratégie de prise en charge et d'accompagnement en commençant par les comorbidités qui peuvent être beaucoup plus handicapantes que finalement le fonctionnement autistique en tant que tel. D'accord ? Donc il ne faut pas spécialement faire une fixette sur les diagnostics ou sur le fonctionnement autistique, mais voir finalement, encore une fois, au quotidien, quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés.
Et donc, si on devait un petit peu représenter le spectre aujourd'hui, on serait plutôt sur un spectre pareil, d'accord, avec vraiment pas mal de vagues d'hétérogénéité. Il y a un très bel adage qui dit qu'il y a autant de troubles du spectre de l'autisme qu'il n'y a de patients autistes. Et donc, chaque patient est différent. Et donc, c'est important de le considérer et de, encore une fois, refaire un peu le tour de la situation. Alors, si vous voulez quelques exemples, je vous invite à aller voir ces différents documentaires, films, qui ont la caractéristique d'être chacun joué, du moins en partie, par des patients qui présentent réellement un trouble du spectre de l'autisme avec du coup différentes présentations cliniques. Alors, notez déjà que durant tout ce parcours, toute cette évolution au niveau des définitions, il y a quand même des biais assez importants qui ont été mis en évidence. D'une part, dès le début, on voit avec Léo Kanner et Hans Asperger que les populations qu'ils ont étudiées sont majoritairement des garçons, des enfants, avec un profil assez typique. D'accord ? Et donc, même nous, en centre de référence, on a parfois des difficultés à tester un trouble du spectre de l'autisme, essentiellement chez les filles, chez les femmes, d'accord ? Parce qu'on sait qu'il y a des phénomènes de camouflage, que la présentation n'est pas spécialement identique. Chez les adultes, d'accord ? D'autant plus que, comme je l'ai dit, il faut revenir sur la jeunesse et voir un petit peu si le fonctionnement était déjà présent à ce moment-là. Et sur les formes plus atypiques. Okay ? L'autre chose, c'est que dans les définitions, l'autisme est souvent décrit par des symptômes négatifs. Oui, l'enfant n'est pas capable de communiquer, on voit qu'il y a un trouble du langage, etc. Alors qu'il y a des compétences qui sont propres aux patients qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, et ce serait intéressant d'aller éventuellement plus vers ce genre de définition. Et donc, il y a des discussions sur le plan international qui sont en cours, et donc probablement qu'il y aura des évolutions, évidemment, par la suite. Alors, que connaît-on, que sait-on aujourd'hui du trouble du spectre de l'autisme ? Quand on regarde ce graphique, qui démontre donc l'incidence de l'autisme à travers les âges, depuis les années 2000 ici jusqu'à 2015 au Canada, mais c'est transposable à n'importe quel pays du monde, qu'est-ce qu'on observe ? D'une part, on voit qu'il y a plus de, j'y arriverai, patients garçons, d'accord, qui sont diagnostiqués par rapport aux filles, qui sont repris ici en vert. D'accord ? Alors, dans les années 2000, on était plutôt à 4 garçons diagnostiqués pour une fille, et on s'aperçoit que l'écart a tendance à se réduire. On est plutôt ici sur 3 garçons pour une fille. Mais surtout, évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une majoration très importante, d'accord, de l'incidence, de la prévalence du trouble du spectre de l'autisme à travers les âges. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette majoration de la prévalence ? Alors, on sait, parmi les facteurs de risque, qu'il y a des facteurs génétiques qui jouent. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même une importante héritabilité à travers les différentes familles. Donc, quand un couple a un enfant autiste, le risque d'avoir un second enfant autiste ou un jumeau autiste est encore beaucoup plus important par rapport à la population tout venant. D'accord ? À côté de ça, on a tous les facteurs plutôt environnementaux et classiquement, une grande prématurité, une naissance avant l'âge de 32 semaines d'aménorrhée, est un facteur de risque reconnu pour tous les troubles du neurodéveloppement, dont le trouble du spectre de l'autisme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'a été mis en place depuis plusieurs années maintenant un suivi spécifique des grands prématurés, où on les suit très régulièrement jusqu'à l'âge de 5-6 ans, pour justement directement mettre en place les rééducations et l'accompagnement nécessaire dès qu'on voit qu'il y a une fragilité qui s'installe. L'autre facteur de risque environnemental, c'est finalement tout ce qui pourrait engendrer un certain dommage au niveau cérébral chez les tout-petits, que ce soit durant la grossesse, lors de la période embryonnaire, voire la période périnatale, donc les premiers jours de vie. Maintenant, si on reprend tous ces facteurs, ça n'explique pas tout. Alors on sait évidemment qu'il y a une évolution, on l'a vu au niveau des définitions, qu'il y a une sensibilisation des prestataires de soins, du grand public, mais tous ces critères-là confondus expliquent plus ou moins 50-60% de l'augmentation de la prévalence qu'on observe. Et donc, il y a probablement d'autres facteurs environnementaux qui jouent dans cette augmentation de prévalence. Parmi les suspects, on a ces fameux perturbateurs endocriniens. D'accord ? Les perturbateurs endocriniens, ce sont tous des produits chimiques qu'on a dans notre environnement, tout autour de nous, qui, comme son nom l'indique, va perturber le jeu des hormones dans notre corps, et donc qui va impacter différents organes qui jouent dans
dans ce système hormonal, que ce soit au niveau du sein, au niveau des surrénales, au niveau des ovaires, au niveau des testicules. Mais on s'aperçoit également qu'il y a une atteinte cérébrale qui est présente et qui a tendance à se confirmer de plus en plus dans les différentes études, que ce soit sur l'animal ou sur l'homme. Et quand on voit l'image de droite, on s'aperçoit finalement que l'impact des perturbateurs endocriniens, ok, il est présent au niveau de la spermatogenèse, des cancers, de la mortalité, de l'obésité, mais que finalement, au niveau quantitatif, c'est surtout au niveau des neurones qui semble être le plus dommageable. D'accord ? Ce qui est compliqué dans la recherche au niveau des perturbateurs endocriniens, c'est qu'on n'est pas exposé à 1, 2, 3 perturbateurs, on est exposé à des dizaines en même temps, avec chacun un profil différent en fonction des habitudes alimentaires, de là où il vit, etc. Et donc c'est extrêmement compliqué de pointer du doigt l'un ou l'autre de ces toxiques, sachant qu'on est dans un cocktail d'exposition. Et du coup, en pratique, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit en consultation un enfant qui présente un trouble du spectre de l'autisme ? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour essayer de comprendre, de rechercher un peu l'origine de ce trouble ? Alors, on a dans un premier temps la sphère de l'imagerie médicale et notamment de l'IRM cérébral. L'IRM qui permet d'avoir de très belles images au niveau anatomique du cerveau. On sait cliniquement que les patients autistes, chez les tout-petits, ont une tendance à avoir un cerveau plus gros, ce qu'on appelle une macrocranie. D'accord ? Et quand on fait des IRM chez eux, on s'aperçoit en effet qu'il y a des petites anomalies qu'on retrouve au niveau du cortex. Maintenant, c'est des anomalies qui sont d'une part peu spécifiques, on peut le retrouver dans d'autres populations, et surtout qui ne vont pas impacter la prise en charge, ni même d'ailleurs la pose du diagnostic. D'accord ? Donc souvent, la réalisation d'une IRM a peu d'intérêt, sauf s'il y a d'autres éléments avec une atteinte neurologique, que ce soit une histoire contributive, typiquement durant la grossesse, la période périnatale, que ce soit un examen neurologique anormal, une épilepsie ou autre chose. Si on va plus loin au niveau de l'IRM, on peut réaliser ce qu'on appelle les IRM fonctionnels, où on va demander aux patients dans l'IRM d'effectuer une tâche, de réfléchir à quelque chose. Et là, en effet, on démontre également un fonctionnement qui est différent. On s'aperçoit que certaines aires du cortex ne s'animent pas comme les patients tout venant. D'accord ? Donc il y a des atypies au niveau du fonctionnement qu'on peut mettre en évidence. Mais l'IRM fonctionnel, c'est quelque chose qui, d'une part, est réservé à la recherche, donc on ne le fait pas systématiquement. D'ailleurs, il faut une bonne collaboration du patient, donc ça peut être compliqué pour certains profils. Et d'autre part, ça reste peu spécifique également. D'accord ? Donc l'interprétation de ces résultats doit être vraiment très, très fouillée et prudente. Outre le volet imagerie, on a tout le versant génétique qui peut être intéressant. On l'a vu, donc il y a une héritabilité, donc il y a une composante, un socle génétique probablement sous-jacent qui est présent. Et d'autre part, on connaît pas mal de maladies maintenant neurologiques qui s'expriment avec une présentation autistique, que ce soit la trisomie, que ce soit l'Angelman, etc. D'accord ? Donc il y a probablement une composante génétique. Depuis quelques années, certains chercheurs s'amusent à regrouper tous les gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, peuvent donner un profil autistique. D'accord ? Et on s'aperçoit que c'est des gènes qui sont importants soit pour le développement cérébral, pour la migration des neurones, soit pour la mise en place de connexions entre ces neurones, soit éventuellement pour la maturation de tout ce système neurologique. D'accord ? Donc il y a probablement là aussi une fragilité au niveau du fonctionnement qui s'installe parce que le circuit des neurones dans le cerveau n'est pas mis en place correctement. Alors ce sont des recherches qui évoluent, qui avancent progressivement, petit pas par petit pas. Ici dernièrement, au mois de février, on a contribué avec l'équipe avec la mise en évidence d'une mutation en fait, au niveau du gène PDZD8, c'est un peu barbare, qui était présent dans une famille chez nous, dans une population, avec des traits autistiques assez évidents chez les patients qui présentaient justement cette mutation, contrairement aux autres membres dans la famille qui n'étaient pas mutés. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? On a été voir une autre équipe en Angleterre pour développer un modèle murin. Et donc, on a induit la mutation, cette même mutation, chez les souris. D'accord ? On les a fait grandir et on a observé un peu comment elles se comportent. Et en effet, ces souris-là, mutées, présentaient un phénotype, donc un comportement autistique bien particulier. D'accord ? On ne va pas rentrer dans les détails. Mais donc, qui confirmait le fait que cette mutation, au niveau de ce gène-là, donnait un comportement autistique. Première chose. Alors, l'autre chose pour aller plus loin, c'est bien, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce gène-là, cette mutation dans ce gène induit un trouble du spectre de l'autisme ? On s'aperçoit quand on dissèque le cerveau en profondeur que les connexions
les dendrites, comme on les appelle, de certains neurones dans le cerveau, avaient un profil tout à fait anarchique, hein, comme on le voit ici sur la figure de droite, avec des bulbes qui ne sont pas du tout adéquats par rapport aux souris qui n'étaient pas mutées. Et donc ainsi de suite, on avance, on apporte de plus en plus d'eau au moulin. Pour revenir à la clinique, hein, donc des patients qui viennent en consultation, qu'est-ce qu'on a comme type de patient? Je dirais on a deux grands profils. On a d'une part les patients avec un autisme prototypique, hein, quelque chose d'assez classique, d'accord? Donc ça c'est la majorité des patients. Et puis on a ce qu'on appelle l'autisme syndromique. Syndromique, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres malformations, d'autres symptômes, d'autres troubles associés, que ce soit des malformations au niveau du visage, au niveau d'autres organes, des problèmes cardiaques, des problèmes hépatiques, etc. C'est ceux-là, par contre, qui vont être intéressants, chez qui on va retrouver des anomalies génétiques ou autres, et c'est surtout chez ceux-là qu'on va aller plus loin au niveau des investigations. Parce qu'au final, ça reste quand même assez frustrant, hein. Donc on trouve des choses dans 30-40% des cas, sachant dans une bonne majorité, on ne va pas en faire grand-chose. Okay, il y a une mutation, possiblement ça donne de l'autisme, on ne sait pas trop. Faire attention que parmi ces anomalies, il y a un tout petit pourcentage qui peuvent présenter ce qu'on appelle une maladie métabolique. Le métabolisme étant toutes les petites industries qui permettent de changer donc les graisses, les sucres, les protéines, soit en énergie, soit en matériel de construction, d'accord? Et parmi ces maladies métaboliques, il y en a certaines qui sont traitables. Et d'ailleurs, ce qu'on voit ici ces dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de maladies dans lesquelles on est en train de développer un traitement. Et donc, ces maladies-là, par contre, il ne faut pas passer à côté. En général, on est souvent sur des formes très sévères et plutôt des autismes syndromiques, hein, d'accord, avec toute malformation, de l'épilepsie, une grosse déficience intellectuelle, etc. Alors, au niveau du fonctionnement, là aussi, depuis plusieurs années, il y a eu l'élaboration de plein d'hypothèses, hein, sur le fonctionnement de l'autisme, mais aucune d'entre elles n'explique le phénotype entier, donc n'explique la totalité des comportements qu'on observe. Alors, on va reprendre les grandes hypothèses ici qui ont été développées, avec tout d'abord un surfonctionnement perceptif et un manque de cohérence centrale, j'y arriverai. Alors, comme on l'a dit, certains patients ont une analyse des différents sens particulière, d'accord? Et certains d'entre eux ont une focalisation bien spécifique sur la mélodie, typiquement, qu'ils sont capables d'interpréter et Attends, on profite pour boire un coup. Et donc, voilà, donc certains sens chez certains patients autistes sont élaborés différemment, je vais dire, avec notamment parfois cette faculté d'aller plus loin dans l'analyse, que ce soit au niveau du son, de la mélodie ou au niveau de l'image. D'accord ? Si on prend l'image ici au-dessus de droite, on peut dire oui, c'est un entremêlement de formes géométriques, on va assez en profondeur, et c'est seulement en faisant un pas en arrière, en regardant l'image dans sa totalité, qu'on va dire oui, c'est une poussette. D'accord ? Pour nous, ça peut sembler facile, mais parfois, justement, il y a ce focus sur le détail qui peut être persistant et est assez handicapant. Si on voit l'image en dessous, typiquement, on peut faire une focalisation sur la larme de la petite fille et se dire oui, elle pleure parce qu'elle est triste. Et c'est seulement en reculant qu'on s'aperçoit qu'elle est en train d'éplucher des oignons et que donc, on n'est pas du tout dans le même niveau d'émotion. Et cette focalisation sur certains détails, elle peut entraver le quotidien. Et typiquement, au niveau de l'analyse du faciès, des personnes qu'on rencontre au quotidien. Alors ça a bien été mis en évidence par des expériences d'eye tracking, comme on le voit ici, qui sont donc un processus où l'ordinateur va analyser finalement là où se pose le regard de la personne. Chez une personne neurotypique, normale, on s'aperçoit qu'on commence en général par regarder les yeux et puis qu'on descend vers la bouche, ce qui permet d'avoir une évaluation assez globale. Par contre, chez les patients autistes, qu'est-ce qui se passe ? Ils commencent en général par la bouche. Et puis, certains d'entre eux vont remonter le long de la crête nasale et on voit que finalement, il y a quelques-uns, oui, où on pose sur le regard, mais c'est quand même pas la majorité. D'accord ? Donc, on a une analyse de la face, du coup, avec une interprétation qui, fatalement, va être
beaucoup plus complexe. Autre grande hypothèse, c'est la cécité mentale ou le trouble de la cognition sociale, qui est un trouble assez large, qui comprend différentes notions. D'accord ? On a notamment la notion de théorie de l'esprit, le fait de savoir se mettre à la place de l'autre pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il pense. Alors typiquement ici, si on reprend la petite BD, on a notre Maxime qui dépose une tablette de chocolat dans le deuxième tiroir. Il part, il y a la maman qui vient, qui reprend la tablette pour la mettre sur le quatrième tiroir. Lorsque Maxime revient, où va-t-il chercher son chocolat ? Fatalement, si on le met à sa place de Maxime, qui n'a pas vu la maman, on irait vers le deuxième tiroir, mais c'est pas si évident. D'accord ? Alors là, c'est une tâche relativement simple. De manière plus large, on a le côté plus émotionnel, avec un manque d'empathie, le fait de ne pas savoir décoder ou se mettre à la place des autres en termes d'émotion, d'où parfois le décalage qu'on observe au niveau de la réaction émotionnelle. Et puis encore plus largement, on observe un manque de décodage au niveau de certains codes sociaux, d'accord, qui paraissent évidents pour la plupart d'entre nous, mais qui quand ils ne sont pas expliqués correctement, peuvent paraître difficiles à comprendre. On peut observer un trouble des fonctions exécutives et du système attentionnel. Alors les fonctions exécutives, c'est un ensemble de fonctions cognitives supérieures, comme on les appelle, qui servent à plein de choses, notamment tout ce qui est phénomène de planification, d'organisation, mais aussi de flexibilité. La flexibilité, c'est le fait de savoir un petit peu s'adapter quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et on observe chez les patients autistes souvent un manque de cette flexibilité avec classiquement ce besoin que ce soit chaque fois la même chose. Et puis dès qu'il y a quelque chose de nouveau, dès on change de chemin, dès qu'il y a un nouvel élément, c'est perturbant. D'accord ? Au niveau de l'attention, c'est pas un trouble, un problème de l'attention en tant que tel, on n'est pas dans un déficit. C'est plus, encore une fois, cette focalisation trop importante qu'on peut observer avec typiquement le fait que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on ne l'aperçoit pas parce qu'on est concentré, on est trop attentif sur une thématique et donc on a un problème de désengagement, le fait de passer à autre chose. Et donc là aussi, on fait une fixette sur un certain processus, une certaine image, etc. Alors, théorie du cerveau masculin extrême. Ça part du postulat que chez les hommes, il y a plus de connexions rapprochées, chez les filles, il y a plus de connexions à longue distance. C'est une théorie qui est assez discutée, d'accord ? Mais ça me permet de rebondir par rapport à l'hypothèse des perturbateurs endocriniens, d'accord ? Sachant que les perturbateurs endocriniens peuvent agir typiquement sur l'équilibre œstrogène-testostérone et du coup pourraient induire donc un changement, enfin en tout cas un trouble au niveau du développement cérébral. Manque de motivation sociale, on est plus dans un circuit péjoratif avec d'une part des patients qui du coup vont avoir peu d'intérêt pour aller vers les autres et cela entraîne fatalement une diminution des expériences et fatalement moins d'opportunités et ainsi de suite. Et donc finalement ça va être des patients qui vont être très solitaires au final, d'ailleurs comme on l'a dit c'est assez décrit. Et au niveau de l'imagerie cérébrale, quand on fait une IRM fonctionnelle chez ces patients-là, on s'aperçoit en effet que les zones du cortex qui devraient s'activer lorsqu'on montre justement des images d'interaction sociale ne s'activent pas ou s'activent différemment. Donc, à force finalement de ne pas avoir été entraîné à aller vers les autres, à essayer de développer ces relations sociales, on s'aperçoit qu'au niveau du cortex, il va y avoir des adaptations et éventuellement un manque d'activation. Alors, est-ce que c'est primaire ? Donc, est-ce que c'est présent déjà de base ou est-ce que c'est secondaire par un manque d'entraînement ? Ça reste une question toujours ouverte. On va remettre donc les troubles du spectre de l'autisme dans les troubles du neurodéveloppement, donc sachant que dans les classifications internationales sont repris 6 troubles du neurodéveloppement dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Alors attention que les terminologies évoluent, d'accord, et donc il faut parfois un peu suivre. Il y en a certains qui restent relativement identiques. Trouble du spectre de l'autisme, on en a parlé. Trouble déficitaire de l'attention, en général celui-là il est bien acquis également. Alors, dans les troubles de la communication, on a le trouble développemental du langage qui remplace la dysphasie, d'accord, qui ne fait plus partie de la nomenclature des termes qu'on est censé utiliser, mais qui sont toujours dans les papiers administratifs. Donc, on a toujours tendance à les utiliser régulièrement. Le trouble du développement intellectuel remplace la déficience intellectuelle. Le trouble spécifique des
apprentissages au niveau de la lecture, expression écrite, mathématiques remplacent tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Donc dans les troubles moteurs, on a le trouble développemental de la coordination qui remplace la dyspraxie. D'accord ? Donc le phénomène des dys, en fait, est une mode qui est fort ancrée, donc on l'utilise toujours, mais qui tend quand même à évoluer avec de nouveaux noms qui apparaissent et qui veulent plus dire, je dirais, ce qu'ils veulent dire, donc c'est pas plus mal. Mais le switch, la transition est un peu difficile. Alors, ces différents troubles du neurodéveloppement partagent tous entre eux certaines caractéristiques intéressantes. D'une part, quand on pose un diagnostic de trouble du neurodéveloppement, il faut savoir montrer qu'il y a une compétence moindre au niveau de tel ou tel domaine, que ce soit au niveau du langage, que ce soit au niveau de l'attention, ou ici de la communication et des interactions sociales. Ça doit apparaître durant la période de développement, comme l'autisme évidemment, et encore une fois avoir un impact significatif. Comme on l'a mentionné avec les comorbidités, on a souvent plusieurs troubles associés. Et là aussi, probablement qu'il y a une composante génétique sous-jacente qui serait à l'origine à la fois du développement du trouble du spectre de l'autisme, mais aussi d'un problème en termes de coordination motrice ou autre. De manière générale, une intervention précoce est recommandée. Alors, faire attention comment on analyse, comment on utilise le mot précoce. Pour ceux qui étaient là à ma toute première présentation sur le développement cérébral, rappelez-vous que le cerveau, certes, il évolue durant la grossesse, d'accord, avec une migration neuronale qui devient effective à 32 semaines d'aménorrhée, mais on s'aperçoit aussi que par la suite, on a tous des processus de maturation, avec notamment la mise en place de connexions de synapses entre les neurones et la formation d'une gaine de myéline, qui est présente autour des axones pour accélérer l'influx électrique de neurones, et donc augmenter la vitesse de transmission, qui est présente avant la naissance, mais qui se poursuit largement plus tard, jusqu'à la fin de la puberté, voire même au-delà. D'accord ? Donc le cerveau à la naissance est très loin d'être mature, et qu'on a un processus comme ça qui se poursuit, qui est beaucoup plus important les premières années de vie, mais qui est quand même présent bien après. Et alors cette maturation, elle ne s'effectue pas n'importe comment, de manière très vulgarisée. Elle s'effectue du bas vers le haut, du centre vers la périphérie, de l'arrière vers l'avant. D'accord ? En gros, on va voir se développer différentes compétences au fur et à mesure que l'enfant grandit. De manière assez classique, l'enfant, le bébé, les premiers mois, les premières années de vie, va surtout développer ses composantes motrices, tout ce qui est également sensoriel, le fait de sentir, de voir les choses, de toucher les choses. Et c'est bien plus tard que va se développer toutes les composantes cognitives plus supérieures, notamment les fonctions d'attention, les fonctions exécutives, qui se développent plutôt vraiment avec un pic à l'adolescence. Et donc, typiquement, quand on parle de précoce, il faut savoir un peu comment évolue le cerveau déjà de manière naturelle. On va typiquement pas faire un traitement, une prise en charge précoce au niveau d'un problème d'attention chez un bébé d'1 an, 2 ans, parce qu'on n'est pas du tout dans le processus de maturation physiologique. D'accord ? De manière assez vulgarisée ici, si on prend le développement normal d'un individu au niveau de son développement comparativement à un trouble du neurodéveloppement, on va justement profiter de cette maturation, de cette fenêtre de maturation pour mettre en place les rééducations, l'accompagnement adéquat pour espérer justement une normalisation des symptômes, une disparition de ceux-ci. L'idée, c'est que si on le met plus tard, on peut observer une amélioration, mais elle sera nettement moins efficace. Alors, comme on a dit, vu les comorbidités, quand on fait une évaluation, il vaut mieux être assez large pour mettre en évidence les difficultés, mais aussi les forces, parce que c'est sur ces forces-là qu'on va se reposer pour justement accompagner l'enfant et lui proposer les aménagements, rééducation, les accompagnements adaptés. Alors, au niveau diagnostic, on va commencer par le phénomène de repérage qui nous concerne toutes et tous, d'accord ? Le repérage, c'est quoi ? C'est la mise en évidence chez quelqu'un une fragilité au niveau du développement, d'accord ? Bon, ici, au niveau de la communication notamment ou des intérêts restreints, donc que ce soit à la fois par un médecin, que ce soit par une péricultrice, une institutrice, voire même quelqu'un de la famille, d'accord ? Donc il faut savoir dire, il ne faut pas trop avoir peur, si c'est bien accompagné, si c'est bienveillant, de pouvoir dire, tiens, ton enfant, là, je vois qu'au niveau de la communication, au niveau du langage, il y a eu un petit problème. Alors,
ça peut être banalisé, et malheureusement, c'est souvent mal pris par les parents. Mais le fait de recevoir ce genre de remarques à 2, 3, 4 reprises, à un moment donné, souvent, ça va amener une certaine conscientisation, sachant que les parents, en général, ils sont quand même alertes par rapport à ça et sont assez au clair. Enfin, il y a des parents qui parfois se voilent un petit peu la face ou jouent à l'autruche, mais dans la majorité des cas, il y a des signes qui sont relatés par les parents de manière très, 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 très précoce, déjà chez les tout petits, les bébés. Alors, on peut s'aider de certaines échelles, d'accord, qui sont un petit peu, qui nous permettent d'avoir des normes assez grossières quant à l'évolution normale des enfants. Donc, typiquement, la marche doit être acquise vers l'âge de 13 mois, et si ça dépasse les 18 mois, c'est que c'est pathologique, et ainsi de suite pour les différents domaines. Alors, qu'est-ce qu'on observe comme red flag, comme on les appelle? Quels sont les signes vraiment sur lesquels il faut absolument faire attention? Si on reprend ceux de la HAS, donc de l'autorité de santé en France, qui a refait tout un fascicule sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, la première chose, c'est considérer l'inquiétude des parents. D'accord ? Encore une fois, les parents, ils sont présents au quotidien avec leur enfant, et ils s'aperçoivent souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sans parfois savoir mettre le mot sur ce qui ne va pas, et c'est ça qui est compliqué. Donc il faut décortiquer les choses. Alors, aller sur les différents thèmes, que ce soit au niveau de la motricité, au niveau de la communication, du langage, des interactions, du comportement, etc. Les phénomènes de régression en neurologie, on n'aime pas. D'accord ? Donc dès qu'il y a une perte d'acquis inexpliquée, que ce soit la motricité, que ce soit du langage, etc., il faut un avis complémentaire. D'accord ? Alors, faire attention aux termes inexpliqués, parce que parfois quand on a évidemment des gros épisodes qui sont assez stressants, violents, en général on peut avoir en effet une sorte de sidération, donc une sorte de blocage qui apparaît, mais en général c'est transitoire à ce moment-là et l'enfant récupère très, très rapidement. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus banaliser, parce que on a toujours des problèmes qui surviennent parce qu'on a déménagé, parce qu'il y a l'arrivée du petit frère, etc. Mais quand ça ne récupère pas et quand on voit que finalement le développement reste stagnant, il faut en parler. Chez le jeune enfant, c'est surtout le langage qui va nous alerter. La communication, le langage sont assez liés, et donc une absence de babillage, les petits bruits que font les tout petits, les nourrissons, à l'âge d'1 an, c'est pathologique. Une absence de mots à 18 mois, c'est pathologique. Une absence d'association de mots à 24 mois, c'est pathologique, et donc ça nécessite un avis. Alors ça peut être de l'autisme comme ça peut être autre chose. Le problème du trouble du spectre de l'autisme, c'est que chez les tout petits, poser un diagnostic est extrêmement compliqué parce que ça peut évoluer dans plein de choses différentes, que ce soit un trouble au niveau du langage, que ce soit un trouble plus au niveau relationnel, on y reviendra. Donc là, il faut être prudent, mais il ne faut pas banaliser les symptômes. Les autres signes un peu moins spécifiques, c'est tout ce qui est trouble du langage de manière générale. Le jeu, encore une fois, creuser, n'ayez pas peur de voir comment l'enfant joue, parce que s'il y a un manque de symbolisme, s'il y a un manque de jeu de faire semblant, typiquement, ça peut être un critère vers un trouble du spectre de l'autisme. Tout ce qui est les problèmes au niveau relationnel, alors là, il faut apprendre un peu à observer les choses, et c'est fort subjectif, mais un enfant qui a du mal justement à rentrer en communication avec les autres, à se faire des amis, à entretenir ses amis ou une conversation, ça peut être problématique. Tout ce qui est particularité sensorielle, on l'a déjà abordé, et après 18 mois, donc les difficultés relationnelles, les comportements restreints et d'autres troubles du comportement assez larges. Donc c'est quand même très 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 large et peu spécifique, mais c'est des critères pour lesquels régulièrement on ouvre du coup des bilans dans les centres de référence. D'autres listings de critères qu'on peut utiliser, c'est ceux de Philippe qui ont été décrits en 99, plus basés sur les troubles envahissants du développement, donc en l'EDSM-4, mais on est grossièrement dans les mêmes rubriques, donc les inquiétudes par rapport à la communication, les inquiétudes par rapport à tout ce qui est socialisation. D'autres particularités comportementales, parfois peu spécifiques, et les problèmes donc, du coup, du langage dont on a déjà abordé, avec les gros retards de langage, de babillage, etc. Alors une fois qu'on a mis en évidence cette fragilité, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie vers des prestataires de soins qui ont une certaine expertise dans les troubles du neurodéveloppement, pas nécessairement dans l'autisme, mais dans les troubles du neurodéveloppement
de manière générale. Alors, on peut utiliser certains outils à ce moment-là qui peuvent être intéressants, mais notamment dans le cadre de l'autisme, le MChat qu'on utilise pour les tout petits de 16 à 30 mois, et pour les plus grands, le SCQ, qui en général est moins utilisé. Ce sont des outils assez faciles, hein. Donc le MChat, ici, on est sur 20 questions, avec une réponse oui-non, donc ça va très très vite, avec un score qu'on obtient. Quand on a un score de 0 à 2, c'est un risque très faible de développer un trouble du spectre de l'autisme. Le score modéré, là, ça vaut la peine de réévaluer, d'accord, de suivre cet enfant parce qu'il est à risque de développer quelque chose. Et un score pathologique, là, on recommande d'aller directement vers un bilan diagnostique. Alors, cet outil-là, le MChat, a une sensibilité assez correcte, de l'ordre de 71%, et une assez bonne spécificité. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Donc, quand on parle de spécificité, ça veut dire que le fait d'avoir un score pathologique amène un risque assez élevé, donc de 88%, de développer par la suite de l'autisme. Alors, il y a toujours une partie, évidemment, qui échappe ou qui passe de côté. Donc, il y a des patients qui ont un score pathologique, mais qui ne vont pas développer de l'autisme, mais qui vont certainement développer autre chose. On va y arriver. Et la sensibilité c'est quoi? C'est que sur, imaginons, 100 patients autistes, quand on passe le test à ces 100 patients, seuls 71% vont avoir un score pathologique. Donc, on passe à côté de 30% finalement de la population à cet âge-là qui pourrait développer un trouble du spectre de l'autisme. Et ça, il faut le savoir. Maintenant, c'est nettement supérieur à la sensibilité des médecins tout venant, d'accord, qui est évaluée à 24%. Donc l'utilisation de l'outil qui est assez simple, qui est facile, permet largement d'augmenter le repérage des patients à risque. Autre chose intéressante, ce sont les valeurs prédictives. Alors c'est une notion relativement complexe, mais en gros, la valeur prédictive négative est importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un score négatif, de 0 à 2, finalement, on n'a quasiment aucun risque de développer un trouble du spectre de l'autisme, ce qui est plutôt pas mal. Et à l'inverse, quand on a un score pathologique, on a 60% de développer un trouble du spectre, mais surtout, on a 100% de risque de développer un trouble du neurodéveloppement. Donc, peu importe finalement si on est dans le cadre d'un autisme ou pas, on a des symptômes interpellants avec des enfants qu'il va falloir suivre pour voir si en effet on rentre dans le trouble du spectre de l'autisme ou si on rentre dans un autre trouble du neurodéveloppement. Et donc ces patients-là, il ne faut pas les perdre. Pour le deuxième questionnaire, le SCQ, donc on fait chez les plus grands, c'est relativement le même principe. On est sur 40 questions, oui, non, avec là aussi un score qui est pathologique si on est au-delà de 15, avec une sensibilité qui est meilleure, mais une spécificité qui est moindre, mais ça reste toujours intéressant à utiliser. Et même par la suite, on peut revenir sur certains items pour savoir comment il a évolué dans ce domaine-là, ou finalement quels sont les problèmes du quotidien en soulevant cette réponse, vous avez dit, qui a cette perturbation, est-ce qu'on peut revenir dessus et voir pour élaborer une prise en charge adaptée. En parlant de prise en charge, il ne faut absolument pas attendre d'avoir un diagnostic formel avant de mettre des choses en place. D'accord? Surtout, vous êtes souvent au courant qu'il y a des listes d'attente considérables dans plein de domaines. Et donc, dès le repérage d'une fragilité, on peut mettre les choses en place en termes de conseils, de stimulation, d'aménagement, voire même de rééducation. À partir du moment où ce n'est pas néfaste, pourquoi pas, d'accord? Il faut se baser principalement sur les problèmes du quotidien, revenir un petit peu à qu'est-ce qui coince, d'accord, à l'école, à la maison, ailleurs, et comment on peut essayer d'accompagner les choses pour que ça aille mieux. Et encore une fois, c'est seulement si ces compétences sont difficilement ou peu mobilisables qu'on va à ce moment-là pouvoir évoquer la terminologie de troubles qui sont des difficultés persistantes. D'accord. Alors, qui peut poser le diagnostic? Ici, en Belgique francophone, depuis 2005, ont été créées avec l'INAMI des conventions. Donc, et avec ces conventions sont nés les centres de référence autisme. Alors, depuis 2005, il y en a plusieurs qui sont apparus entre-temps. Et donc, aujourd'hui, on est au nombre de 6. Plus ou moins un centre par province, avec différentes missions. La mission principale, c'est évidemment de faire du diagnostic dans la population. D'accord? Donc ça, on le fait au quotidien. On a une mission de coordination. Donc les patients qui sont diagnostiqués autistes dans les centres de référence peuvent à un moment donné revenir dans les centres
pour discuter de leur évolution éventuellement, ou quand ça ne va pas bien, quand il y a du coup des orientations qui sont proposées, ou quand il faut mettre en place d'autres partenaires, pourquoi pas. Donc, évidemment, plus évidemment on fait des diagnostics, plus la coordination évolue également et demande du temps. On a la mission de formation, comme c'est le cas ici. On va du coup expliquer un petit peu ce qu'on connaît de l'autisme, que ce soit à la population générale ou des prestataires de soins. Il y a 2-3 semaines, on a été à faire une formation pour les PMS. Et puis on a l'axe de recherche. Donc j'ai déjà parlé de la mutation PZD8 tout à l'heure. Mais depuis 2 ans et demi maintenant, tous les centres se sont rassemblés autour du CAP 48 pour porter ensemble un projet commun. Ce qui nous a permis 2 choses principalement. D'une part, d'avoir des subsides complémentaires pour pouvoir élargir notre équipe et pouvoir faire plus de diagnostics. D'accord ? Mais malheureusement, on s'aperçoit que ça reste largement insuffisant. Et d'autre part, pour créer une base de données commune. Donc tous les patients qui viennent chez nous, on leur propose de rassembler un petit peu les différentes caractéristiques. Parce on a une impression clinique qu'il existe différents profils autistiques, mais surtout, l'idée est d'aller d'ici quelques années au fédéral en se disant, oui, ces patients-là, ils ont besoin de tel soutien, tel accompagnement, telle structure. Et arriver avec un chiffre relativement objectif de prise en charge nécessaires. D'accord ? Et ça, on a l'avantage du coup, en francophonie, de rassembler toutes ces données-là. Alors, c'est évidemment des choses qui s'accumulent avec des résultats qui n'apparaîtront que malheureusement dans 5 à 10 ans. Maintenant, en théorie, n'importe quelle équipe médicale expert dans les domaines du trouble du neurodéveloppement pourrait apporter le diagnostic d'autisme, d'accord ? Et c'est le cas dans certains CRA, ce qu'on appelle les centres de rééducation ambulatoire, soit à Anse, à Visé notamment, qui en plus en général proposent des prises en charge spécifiques. Mais le problème, c'est que ces centres, il y en a très peu. Et donc, ce qui se passe, c'est que la majorité de la population vient finalement dans les centres de référence et on est littéralement noyé par les demandes, avec un temps ici d'attente estimé à 3 ans. Que ce soit au CRAL ou que ce soit dans les autres centres de référence. D'accord ? On est plus ou moins avec une liste d'attente similaire. Mais encore une fois, il ne faut pas attendre. D'accord ? Si en effet, c'est important à un moment donné d'asseoir un diagnostic pour avoir des idées en termes de fonctionnement, mais dès le repérage, dès la mise en évidence d'une fragilité, il faut être proactif, d'autant plus vu les listes d'attente qu'on a pour les centres diagnostiques, mais aussi pour les prises en charge. D'accord ? Trouver des logopèdes parfois spécialisés, trouver des centres adaptés, voire même des écoles spécifiques, ça devient de plus en plus compliqué. D'accord ? Alors, comment on fonctionne globalement dans ces différents centres ? Je reprends ici l'exemple du CRAL. Tout commence évidemment par une prise de contact, une prise de rendez-vous. Et puis on attend. C'est la partie frustrante. Autant pour vous que pour moi, en général. Et puis vient le moment du premier rendez-vous. En général, donc c'est un rendez-vous en binôme avec un de nos médecins et une psychologue, où on va reprendre un petit peu l'histoire médicale et du fonctionnement de l'enfant depuis le tout début, et de voir un petit peu quels sont les symptômes, quels sont les traits qui pourraient nous faire penser à de l'autisme. Et si en effet on a des critères quand même considérables, on va à ce moment-là aller vers un bilan autistique. Alors dans le bilan autisme, on utilise souvent 2 grandes échelles qui sont l'ADOS et l'ADI. La première, donc l'ADOS, est une échelle d'observation. On va voir un peu comment l'enfant se joue lorsqu'il est dans certaines situations, comment il interagit. Tandis que l'ADI, là, on est plus sur un questionnaire parental. D'accord ? Alors il y a d'autres échelles qui permettent parfois d'avoir d'autres informations complémentaires par rapport à l'autisme. Et puis encore une fois, on ne va pas s'arrêter là. On va s'intéresser au fonctionnement global de l'enfant. D'accord ? Là aussi, en fonction du premier rendez-vous, on peut aller vers une analyse du langage, qui reste important, surtout pour savoir par la suite comment accompagner, que mettre en place. Tout ce qui est avoir une idée de l'évolution globale de l'enfant, que ce soit par le QI, que ce soit par une échelle de développement, ça reste intéressant. Profil sensoriel, évidemment, parce que ça peut être très, très, très néfaste au quotidien. Et avec certains aménagements, on peut facilement les contrecarrer. Tout ce qui est éventuellement fonction attentionnelle, exécutive, etc.
Et si ce n'a pas été fait, on peut, dans certaines situations, proposer un bilan étiologique, donc soit une IRM cérébrale, des analyses génétiques, si ça n'a pas été fait. En général, souvent, ces patients-là, ils sont déjà passés par un neuropédiatre ou un pédiatre ou autre qui ont déjà lancé certaines analyses. Mais qui, encore une fois, ne sont pas indispensables. Après tout ça, on se réunit du coup en équipe et chacun, avec sa casquette, va expliquer un peu quelles sont les caractéristiques, le fonctionnement qu'il a vu chez l'enfant qui pourrait entrer dans la case de l'autisme, ou quels sont les comportements qui n'y rentrent pas. L'objectif étant de répondre à la question autiste, pas autiste, évidemment, mais aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre. D'accord ? Il faut vraiment savoir expliquer, ou en tout cas avoir une hypothèse sur les différents comportements que présente l'enfant. D'accord ? Sinon, on n'est pas global. Et à ce moment-là, on peut proposer des pistes de prise en charge ou d'accompagnement. Alors, il arrive, même régulièrement, qu'on ne sait pas. Qu'à un moment donné, oui, on voit un patient, il a en effet pas mal de caractéristiques qui correspondent à l'autisme, mais on voit à côté de ça que depuis qu'on a commencé la psychomode, ça va nettement mieux en termes de relations, et donc on est sur une cinétique de rattrapage, ou qu'il y a d'autres comportements dont on ne sait pas réellement trancher, d'accord, avec en effet des traits autistiques, mais une entité qui reste encore indéfinie. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On propose des prises en charge qui nous semblent adéquates, et on revoit le patient, après un mois, après quelques mois, après un an, pour redéfinir si finalement, oui ou non, on était dans le spectre, ou si finalement on est dans quelque chose d'autre. Et puis encore une fois, donc, quand les patients sont diagnostiqués autisme, ils peuvent bénéficier d'une coordination et donc de rendez-vous pour la suite. Alors, outre le diagnostic d'autisme, avec l'avènement du DSM-5, on va également devoir aller un peu plus loin et mettre en tout cas, poser un certain critère complémentaire, et notamment le critère de sévérité. On ne part pas à ce moment-là sur la sévérité des symptômes de l'autisme, et ça c'est important à le savoir, d'accord ? On va partir sur finalement tout le soutien qu'on va devoir mettre en place pour accompagner le patient, ce qui est différent. On peut avoir un autiste typiquement non-verbaux, chez qui on a mis en place les routines, qui est dans une école spécialisée, ça se passe super bien. Alors même s'il a un peu d'autonomie, qu'en termes de communication, de langage, c'est très compliqué, finalement le soutien il est mineur à modéré. À l'inverse, on peut avoir un autiste parlant, verbal, qui sait s'exprimer, mais qui a une rigidité telle que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, paf, ça part en cacahuète, avec des gros phénomènes d'opposition. Et donc là, ce patient-là, on va devoir l'accompagner partout, et donc fatalement, le soutien va être beaucoup plus important. D'accord ? L'autre déterminant qu'on doit mettre en place, c'est le niveau de développement ou d'intelligence. Sachant, encore une fois, que dans la population autistique, on retrouve plus ou moins 30% de patients avec un trouble du développement intellectuel, et qu'il existe certains profils un peu caractéristiques qui peuvent parfois un petit peu aider au niveau du diagnostic, mais qui suffisent évidemment pas tout seul. Alors qu'est-ce qu'on observe ? Au niveau du langage, deux grands profils, typiquement l'autisme de Kanner à gauche du spectre, avec une absence ou un langage très pauvre, et l'autisme Asperger, enfin anciennement Asperger, qui avait un niveau de vocabulaire élevé, parfois même impressionnant. Donc ça, c'est au niveau du langage. Au niveau des cubes, souvent, ils ont des bonnes compétences. D'accord ? Les cubes, c'est tout ce qui est notamment les puzzles. Rappelez-vous la focalisation au niveau du détail. Quand il faut faire des puzzles, ils sont en général plus compétents. Et par contre, on voit des difficultés plus en termes de vitesse de traitement de l'information et de mémoire de travail. Et enfin, on a les critères du langage. Sachant que le langage, évidemment, ça reste fondamental, notamment pour la communication. Alors, l'évolution du langage est assez particulière. Si on reprend ici le schéma de Laurent Motron, qui est un médecin expert canadien sur l'autisme, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'avant l'âge de 8 ans, souvent il y a un retard de langage qui est présent, d'accord, avec des profils qui ont tendance à s'orienter de différentes manières. Et après 8 ans, on observe que dans une bonne partie des cas, une majorité, 50-60% des cas, on va avoir un langage qu'on appelle fonctionnel. Donc des patients qui savent
faire des phrases, qui savent faire un discours élaboré, avec toutefois souvent une petite fragilité, notamment au niveau de la sémantique, hein, donc le sens des phrases, des mots, et une fragilité au niveau de la pragmatique, donc l'utilisation du langage à des fins de communication, et notamment qui reprend également tout ce qui est règles de conversation, typiquement. Donc ça, c'est un peu plus fragile. On a environ 30% avec un langage peu fonctionnel. On a quelques mots, quelques petites phrases. C'est quand même intéressant pour le quotidien. Et puis, on a environ 10% de patients qui restent non-verbaux. D'accord ? Et donc, par rapport à ces différents profils, évidemment, il faut, outre le langage, voir un petit peu les prérequis en termes de communication pour savoir finalement qu'est-ce qu'on va mettre en place comme accompagnement, comme rééducation, éventuellement logopédique, la mise en place d'outils de communication alternative ou augmentée. Et si ce n'est pas de l'autisme, docteur, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être plein de choses. Si on reprend un petit peu par âge, typiquement chez les tout-petits, hein, comme on reprend un peu les symptômes, ça peut être des patients qui n'accrochent pas le regard, qui ne se retournent pas à l'appel de son prénom, qui n'ont pas de babillage ou pas de langage les premières années de vie, qui ont des difficultés de rentrer en contact. Alors souvent on pense quand même à l'audition, d'accord ? En général les patients vont assez vite voir l'ORL pour s'assurer que tout passe bien, qu'ils ont une audition correcte. On pense un peu moins à l'ophtalmo, d'accord ? Parce que bon, quand il n'y a pas d'accroche du regard, quand en plus de ça une maladresse motrice, il faut parfois aller plus loin à ce niveau-là. Tout ce qui est plus de l'ordre relationnel chez les tout-petits, notamment tout le spectre des troubles de l'attachement, peut donner des symptômes autistiques, hein, avec parfois un retrait dans certaines situations. Et évidemment, un enfant qui n'est pas stimulé, à ce moment-là, va avoir moins de chances de développer des compétences de communication, de langage, mais généralement aussi de motricité globale et fine. Donc là, on est plus sur un retard global de développement. En général, si c'est lié à une sous-stimulation, le fait de mettre un accompagnement et des rééducations adéquates, on voit un décollage assez rapide. Une surstimulation également peut être néfaste. D'accord ? À ce moment-là, on est plus dans quelque chose de réactionnel où à force d'être stimulé, paf, on a un blocage qui s'installe, mais en général, c'est quand même moins fréquent. Chez les plus grands, on a parlé du langage, hein, donc ça reste quand même une porte d'entrée très, très, très importante, hein, mais qui peut être simplement un trouble du langage isolé. Ok ? Des difficultés globales au niveau du jeu, là aussi, donc encore une fois, bien analyser un petit peu les jeux, aller plus loin. Ça peut être un retard global quand il y a peu d'élaboration au niveau du jeu symbolique, que ça reste relativement pauvre. Il y a toute la sphère des gestes récurrents, notamment des stéréotypies. Donc rappelez-vous, ça reste tout à fait normal de flapper jusqu'à l'âge de 3 ans, en théorie. Maintenant, il y a des patients, des enfants, voire même des adolescents qui gardent certaines stéréotypies, d'accord, mais quand ça reste isolé, finalement, c'est pas trop grave. Au niveau de l'enfant plus grand, donc là ça va être plus les difficultés d'ordre scolaire, hein, que ce soit l'interaction avec les copains ou que ce soit au niveau des apprentissages. Et donc là on a toute la sphère des autres troubles du neurodéveloppement, notamment le TDAH, et tous les phénomènes plus psychologiques, les phénomènes d'anxiété, hein, typiquement, qui peuvent amener à une certaine introversion. On a à l'inverse des patients qui présentent ce qu'on appelle une désinhibition du contact social, qui vont aller trop vite vers les autres, et trop proches, d'accord ? Là aussi, il faut apprendre un certain calibrage, mais on n'est pas nécessairement dans de l'autisme. Des patients qui ont des problèmes en termes de communication pragmatique, donc rappelez-vous donc, l'utilisation du langage à des fins de communication, mais qui n'ont pas de critères dans l'autre pilier, qui est celui des comportements restreints et stéréotypés. Ça existe, des patients qui ont juste un trouble du langage pragmatique, isolé. Et puis, par rapport aux gestes anormaux, on a les tics qui parfois peuvent être complexes. Donc, c'est des mouvements anormaux qui surviennent plus facilement lors d'émotions avec de la fatigue, mais qui surviennent parfois de manière assez envahissante. Et tout le spectre des TOC, on a des troubles obsessionnels compulsifs où là, l'enfant est vraiment dans le besoin de réaliser telle tâche sous une pression psychologique, hein, si on veut vulgariser. Maintenant, chez les adolescents, les adultes, là, c'est plus compliqué parce qu'on est dans une sensation de mal-être, on a l'impression d'être différent, sans pouvoir toujours mettre le mot sur ce qui ne va pas. D'accord ? Et donc là, en général, il faut creuser, ça prend plus de temps, il faut analyser, d'autant plus qu'on a tout le spectre des psychopathologies qui apparaît, qui a tendance à
à fort apparaître à l'adolescence. Et donc là, on est très, très, très prudent, notamment par rapport aux troubles du spectre psychotique. Donc où là aussi, on a des patients qui sont parfois isolés, qui ont du mal à interagir avec les autres, mais qui, en plus de ça, ont une certaine distorsion de la réalité, où on voit qu'il y a des curiosités, des bizarreries qu'on ne retrouve pas spécialement dans l'autisme. Et parfois, trancher l'un ou l'autre, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à les revoir et à instaurer un suivi. En parlant justement du suivi, tout commence par des échanges, d'accord, des informations. Donc n'hésitez pas à parler, à aller voir ce qui se passe à gauche, à droite. Alors en Belgique, il y a le site Participate qui a l'avantage d'être surveillé par le corps médical, donc qui est une mine d'informations. Mais comme on l'a dit, il y a autant d'autisme que d'autistes, donc fatalement, ça va un petit peu dans tous les sens. Ça concerne assez bien les troubles du comportement que les autres trucs, mais ça peut donner parfois des petites pistes intéressantes. Depuis maintenant 1 an, donc c'est son anniversaire aujourd'hui, on a Léa, la ligne d'écoute autisme qui a vu le jour, qui est une ligne gratuite qu'on peut appeler sans souci pour avoir justement des conseils, d'accord, par rapport à des problèmes en lien avec le trouble du spectre de l'autisme. Encore une fois, on parle d'autisme beaucoup, mais il ne faut pas se braquer que sur les symptômes autistiques. Il faut être assez large quand on voit un patient afin d'avoir une stratégie cohérente et globale de prise en charge. Et il ne faut pas oublier l'aspect médical. Alors curieusement, ce sont des patients qui présentent beaucoup plus de problèmes médicaux par rapport à la population générale, mais de par les difficultés relationnelles de communication, etc., ce sont des patients qu'on voit nettement moins en consultation, que ce soit en pédiatrie, en médecine générale, etc. D'accord ? Et ça, il faut être vigilant et avenant par rapport à toute cette plainte-là, qu'elle soit d'ordre, encore une fois, digestive, de sommeil ou autre, parce que ça va souvent aggraver la symptomatologie. Ce n'est pas les troubles digestifs en général qui expliquent le symptôme, mais un enfant autiste qui a mal au ventre, qui a du mal à s'exprimer, ça va engendrer parfois des crises de colère et parfois justement des difficultés dans ces différents milieux de vie. Bon, alors il existe plein de prises en charge, parfois non spécifiques, que ce soit la psychomote, que ce soit la logo, etc., qui sont intéressantes à mettre en place. Au niveau de la logopédie, pour le moment, ça reste encore incertain parce que c'est en cours de discussion, mais le critère d'autisme est un critère d'exclusion pour bénéficier d'un remboursement au niveau de la logopédie. D'accord, alors c'est assez voulu fort et on attend des nouvelles ici en juillet de cette année parce que ça reste peu logique. D'accord. L'autre chose, c'est que pour la formation des logopèdes, va être implémentée justement toute la possibilité de rééducation, plus au niveau de la communication et de l'implémentation d'outils de communication alternative. On a différents services d'accompagnement, parfois peu spécifiques, parfois plus spécifiques au niveau de l'autisme, qui sont intéressants justement pour encadrer les familles, qui sont souvent assez perdues sur tiens, je vais aller voir qui, neuropédiatre, psy, logo, pédopsie. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident quand on ne connaît pas le réseau de savoir comment orienter correctement les gens. Parce qu'on perd vite des semaines, des mois, si on va voir un praticien qui nous renvoie vers un autre, et ainsi de suite, pour finalement aboutir à pas grand-chose. Maintenant, encore une fois, on se base sur les symptômes, et si ce n'est pas néfaste, autant commencer et essayer des choses qui nous semblent cohérentes en termes de prise en charge. Il y a des prises en charge plus spécifiques qui existent, notamment au niveau des écoles Teach, où tout a une procédure, un rangement bien spécifique, comme on peut les voir ici sur les images, et qui fait en sorte que justement l'enfant se sent plus à l'aise et plus autonome dans ses tâches, dans ses jeux. On a l'utilisation en termes de communication, on en a parlé d'outils de communication alternative, augmentée, que ce soit l'utilisation de petites images ou de tablettes de communication éventuellement. Au niveau de la psychomote, il y a ce qu'on appelle la prise en charge type Denver qui a été développée aux États-Unis, où on est aussi sur l'accompagnement particulier, et idem pour la BA. On est sur du comportemental à ce moment-là, donc on va un petit peu obliger l'enfant à évoluer comme il le devrait au niveau de la communication. Typiquement, on va développer le contact oculaire, donc on va vraiment essayer de l'obliger, entre guillemets, d'avoir ce contact oculaire, de pouvoir émettre un contact, et puis des gestes non symboliques, et ainsi de suite, pour espérer faire en sorte qu'il rentre dans les prérequis à la communication. Un dernier mot sur les médicaments. D'accord, on en parle régulièrement. Alors, il n'y a pas de médicaments qui permettent d'améliorer les choses au niveau
des symptômes de l'autisme. Néanmoins, comme on l'a vu, souvent l'autiste, le trouble du spectre de l'autisme, il n'est pas isolé. Et c'est pas rare qu'on utilise des médicaments pour contrer d'autres comorbidités. Typiquement la mélatonine pour les troubles du sommeil, ça peut être tout ce qui est rilatine ou dérivé quand il y a un gros problème d'attention, qui est lié à un TDAH notamment, ou éventuellement quand il y a des gros troubles du comportement des conduites, la mise en place de certains traitements, notamment neuroleptiques. Alors faire attention que la mise en place d'un traitement, ça s'accompagne. D'accord ? La première étape, en général, quand on met en place un traitement, c'est s'assurer que la tolérance est correcte. Ça ne sert à rien d'avoir d'autres problèmes en mettant un médicament. Et d'autre part, souvent le médicament tout seul est peu pertinent. Il faut mettre en place d'autres éducations, d'autres accompagnements. Et en général, ça se veut transitoire. Donc dès qu'on voit qu'on est dans des bonnes habitudes, des bonnes routines et quelque chose de positif, à ce moment-là, tout ce qui est neuroleptique, rilatine, on essaye d'arrêter, gentiment. D'accord ? Voilà, je vous remercie pour votre attention.